Donc, l'équipe 5 pour le code de comptabilité niveau universitaire. Je vous lirai les instructions du code pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de carton. Lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Alors, Claude Royer, je suis Charles Lecourt aussi à l'université, puis je travaille aussi à l'extérieur en gestion. Grégory Pellissier, je suis comptable intermédiaire chez EY. Simon Racine, comptable senior chez EY aussi, également en vérification externe. Bonjour, je pense qu'on va nous aussi se présenter, si tu veux, Charles. Juste te présenter cette présentation, oui, Louis Charles Duchamp, j'étudie en comptabilité à l'Université Laval depuis ma deuxième année. J'essaie de faire aussi un petit volet finance, ça aussi mes intérêts. Moi, c'est Mathieu. Je suis aussi en deuxième année en programme mix, comptabilité et finance. Je m'appelle Steven Castillo, c'est ma deuxième année en comptabilité aussi. Donc, nous allons commencer le cas. Le mandat qu'on avait, c'est que l'aéroport a une forte croissance et elle prévoit faire des projets, différents projets. Et on nous a demandé d'analyser quel était le meilleur projet et la pertinence de chacun des différents projets. Donc, on avait un projet de navette puis, qui découle dans plusieurs mini-projets. Un projet d'agrandissement qui découle dans plusieurs projets, c'est peut-être une meilleure façon de le dire. On a un partenariat avec divers hôtels. On a aussi la construction de différents bâtisses pour accueillir la nouvelle flotte d'autobus. Et donc, on va débuter avec les partenariats avec différents hôtels. Donc, je vais te laisser. OK. Dans le fond, un peu comment on a procédé, c'est qu'on nous a donné en fait les montants des contrats avec différents hôtels, puis il y en avait qui étaient renouvelables à chaque année, aux 2 ans, aux 5 ans. Donc, on s'est fait en fait une ligne du temps sur 10 ans, parce qu'on nous disait que le projet était amortissable sur 10 ans. Puis donc, à chaque fois qu'il y avait un renouvellement de contrat, on avait donc une entrée d'argent provenant d'un des hôtels. Et donc, on a actualisé chaque montant qui arrivait en fait sur notre ligne du temps à un taux de 3,5 qui était le montant à laquelle la banque nous prêtait. Donc, avec cette hypothèse-là, on s'est dit que si à un taux d'actualisation de 3,5 si notre vanne était positive, on était capable d'avoir un gain suffisant, puis de dire que le projet était alors rentable. Donc, voilà comment on a procédé. Pour les différents hôtels, c'est une actualisation. On a fait parfois des annuités, puisqu'on savait qu'on l'avait, mettons, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans. Il y en a un qui était une fois sur 10 ans. Donc, on les a tous actualisés à un taux de 3,5 qui nous a donné un gain total à l'année présente de 1 150 285 $. Ensuite, donc dans le fond, pour décrire un peu le projet de navette, on avait l'achat de 6 autobus électriques. Donc là, puis en fait, lui, il desservait les quartiers de Sainte-Foy, Montcalm. Ça, c'est un peu les grandes lignes du projet. En fait, comment on a fait pour calculer le coût d'achat des autobus? On nous donnait le coût que Montréal avait eu pour acheter 7 autobus 3 ans plus tôt, en fait. Donc, avec le taux d'inflation, on a été capable de trouver le montant de ces 7 autobus-là en 2016. On a, dans le fond, trouvé un coût unitaire multiplié par 6 pour trouver en fait le prix des 6 autobus. Sans oublier qu'on a aussi retiré les taxes. Donc, dans le fond, étant donné que c'est une dépense d'exploitation, comment je peux dire? En fait, c'est qu'on s'est dit que les taxes sur un achat pour les exploitations d'entreprise étaient recouvrables à la fin de l'année. Donc, on a cru bon déduire les taxes de notre achat, de ne pas les inclure dans l'analyse. Donc, le coût sans taxe
qui était un coût de l'année présente, dans le fond, a donné 2 100 000. Ça, c'est la revente. Ouais, 2 372 000, qui est dans le fond le net du coût d'achat, moins l'impôt qu'on sauve dû à l'amortissement sur les 10 ans, moins le coût actualisé si on revend l'actif à la fin des 10 ans. Donc, le coût total de l'achat, moins l'amortissement, même l'impôt qu'on sauve, puis moins l'actualisation du coût de revente, nous donnait 2 372 362. Donc là, à ce moment-là, il se trouve à être un coût actualisé à 2016. OK. Dans le fond, au niveau, on avait plusieurs dépenses qui étaient liées à ce service de navette-là. Donc, en fait, il y avait l'entretien des autobus, il y avait les chauffeurs, la construction de stationnement aussi. Donc, au niveau du stationnement, un peu la même chose au niveau de l'amortissement que pour les autobus. Nous, on savait qu'on avait un coût initial de 1,4 million, on avait un amortissement par année de 4 %, donc on sauvait l'impôt sur l'amortissement. Donc, on a actualisé toutes ces économies d'impôt-là à une valeur présente. C'est un peu ça. Donc, le coût initial moins l'actualisation, ça nous donnait 1 293 432. On n'a pas inclus le 500 000 par contre parce que on nous disait qu'on ne vendait pas l'immobilisation et donc on a assumé qu'il n'y avait aucune rentrée d'argent à ce niveau-là et donc on ne pouvait pas l'inclure dans notre actualisation puisqu'exactement on ne faisait pas d'argent à la fin avec cette revente-là. On avait le coût des chauffeurs, donc en fait on nous disait qu'il y avait 5 chauffeurs à un salaire de 32 000, la même chose, c'est une annuité sur 10 ans qu'on a actualisé à un taux toujours de 3,5 % qui nous a donné 1 328 147. Puis l'entretien, on avait deux personnes, je crois, pour, c'est ça, 2 employés pour l'entretien des autobus. Même chose, donc on nous donnait un salaire par personne une fois par mois. Donc là, à ce moment-là, on a transféré notre taux d'actualisation qui était annuel, on l'a transféré mensuel, puis on a réussi à faire une actualisation sur les 10 ans du salaire qui nous donnait un coût initial de 400, initialement un coût en 2016 de 4 890. En fait, pour le projet des navettes, on avait comme deux choix. On avait soit le choix d'acheter des batteries à l'externe. Puis, dans ce cas-ci, la batterie nous coûtait 15 000 en initial. Puis, on avait des coûts supplémentaires de 15 000, ce qui nous revenait à peu près à 30 000 par batterie. Puis, ces batteries-là, il fallait les changer à toutes les années. Donc, ce qui revient à peu près, pour chaque autobus, ça revient à peu près 180 000 par année. Donc, ce qu'on a fait encore une fois, c'est qu'on a tout actualisé ça pour le remettre en valeur d'aujourd'hui. Ce qui nous donnait un coût de 1 494 728. Et ensuite, tu avais le prix du gaz qui était un peu une marge de sûreté au cas où on a plus assez d'énergie dans les batteries. On voulait toujours avoir un petit réservoir d'essence pour être capable de compenser un peu le risque. Et donc ça, c'était 30 $ par jour pour les 6 autobus. Donc, ça nous donnait 91 000 par année. Par contre, ce qui est important de comprendre, d'associer avec les 91 000, c'est que si la première année, on ne s'en est pas servi du gaz, on n'en achètera pas pour rien. Donc, sur 91 000, on l'a mis au complet pour être sûr vraiment d'avoir une marge de risque. Puis, au cas où, si vraiment ça ne va pas bien, on va avoir l'essence. Puis, au total, ça va nous coûter 91 000. Mais ça peut nous avoir coûté aussi beaucoup moins cher. Ensuite de ça, on avait les ingénieurs mécaniques qui, vu qu'on achetait la batterie à l'externe, on avait juste besoin vraiment pour l'entretien, l'entretien un peu de la batterie, puis l'échanger toutes les années. Donc, encore une fois, tout actualisé au taux d'aujourd'hui, ça revenait à 377 581. Fait que ça, c'était pour l'achat à l'externe. Ensuite de ça, si on voulait faire la production interne des batteries, il fallait commencer par construire une mini-usine qui nous coûtait 1 million aujourd'hui et qu'on pouvait après ça revendre. C'était ça? Ouais. Non, on pouvait la revendre. On pouvait revendre les équipements et les matériaux
à un prix de 10 de l'usine. Donc, si on fait juste la valeur actualisée de ça, moins ce qu'on doit aller rechercher au bout de 10 ans, ça nous donnait notre 929 313. Et ensuite de ça, on avait les coûts de matériaux, encore une fois, qui étaient estimés à 80 000, si je me souviens, par année. Donc, encore une fois, le même principe, on a été désactualisé sur 10 ans, ce qui nous donnait un coût total de 637 037. Ensuite, on avait encore une fois le salaire des ingénieurs qui est supérieur à celui de décision de l'acheter à l'externe, parce que dans le fond, c'est ces ingénieurs-là qui vont concevoir les batteries et s'occuper un peu de l'installation. Ensuite de ça, le total, le 2 825 657, ça inclut ces trois chiffres-là, plus aussi l'entretien qui était sur l'autre slide d'avant. L'entretien et le gaz, parce que de toute façon, peu importe si on s'en va à l'externe ou si on les produit à l'interne, c'est des coûts qui vont venir de toute façon. Donc, dans les deux cas, on avait à débourser ces frais-là. Donc, au total, on avait 2 825 657 notre coût pour si on les fabriquait à l'interne. L'hôtel, on a prévu, c'est l'étude externe, que l'hôtel avait, en 2015, il y avait 1,5 million d'utilisateurs de l'hôtel, et on a analysé qu'il y avait une croissance de 5, qu'il y aurait une croissance de 4% pour les 4 prochaines années, et une croissance de 2% pour les 10 prochaines années. Donc, à partir de ces données-là, on a analysé que 15% des voyageurs allaient utiliser le service de navette. Et le prix pour un aller simple, c'est 10 $ par personne pour deux bagages. Selon les revenus les calculs qu'on a fait, on obtient des revenus actualisés par passager, des passagers, de 23 millions. Dans le fond, on a juste finalement, on a actionné tous les coûts de la marque présente et les revenus. On nous donnait dans le fond que, comme mon collègue ici mentionnait, si on faisait la production à HPC, en fait, on achetait les batteries à l'externe, on avait une vanne positive de 11 524 329. Puis si on les produisait à l'interne, on avait une vanne positive de 6 971. Donc, de ce fait-là, on a choisi de faire une production, d'acheter à l'externe, ce qui était plus rentable pour l'entreprise. Ça, on peut faire un petit résumé dans le fond, c'est qu'on avait un projet d'aéroport qui consistait, en fait, qu'il y avait un projet d'expansion. Donc, il y avait le choix soit de produire, en fait, ils voulaient intégrer des navettes électriques. Donc, il y avait le choix soit de créer dans le fond, leur propre batterie ou sinon d'aller les acheter à l'interne. Puis, en gros, c'est ça. Donc, si ils les achetaient à l'interne, on avait justement cette vanne-là de 11 millions 6 000. Puis s'ils l'achetaient à l'externe, ça revenait dans le fond à 11 524 000. Donc, c'est clairement plus avantageux pour eux autres d'aller chercher l'aide à l'externe. En gros, c'était pas mal ça le problème de l'aéroport. Donc, nous, on constate on va privilégier l'option, en fait, on va leur conseiller d'aller chercher l'option d'aller payer à l'externe. Peut-être quelque chose aussi qui est important de mentionner, on nous donnait la possibilité d'aller voir un investisseur privé. Donc, il nous chargeait un dividende de 35 000 par mois, si je me souviens bien. Nous, on a décidé de prendre seulement l'investissement des banques, qu'on n'avait aucune indication en fait qu'il y avait une limite d'investissement, étant donné que leur taux d'intérêt était de 3,5 forfaitaire. Comme en finance, on a vu que le montant que les banques donnaient était souvent semestriel, on a transféré le taux sur un taux annuel, mais ce qui nous donnait toujours quelque chose de moins élevé que ce que l'investisseur demandait avec son dividende de 35 000 par mois. Donc, étant donné qu'on avait la possibilité d'y aller avec l'investissement des banques, on a choisi de financer le montant total du projet avec l'emprunt bancaire. Merci. Donc, on peut y aller avec les questions, tout ça? Je peux y aller. Oui, dans le fond, vous venez de dire que pour l'investissement, que pour le financement, vous avez choisi de la banque. Est-ce que vous croyez que c'est peut-être une opportunité également de prendre l'argent qu'on a déjà comme en encaisse ou des dépôts à terme, qu'on peut utiliser comme cet argent-là également pour
pour financer? En fait, je pense que ça peut être une bonne option de prendre un certain pourcentage de ce qu'on a en caisse. Par contre, 3,5 %, si on a des dépôts à terme qui nous rapportent plus, en fait, ce qu'il aurait fallu calculer, c'est quoi le rendement qu'on était capable de faire, mettons le rendement maximal qu'on était capable de faire avec ce projet-là. Parce que si on a des dépôts à terme qui nous rapportent plus que ce qu'on peut faire avec ce projet-là, c'est mieux de les laisser dans le fond dans un placement à terme et de faire de l'intérêt sur ces placements-là, d'aller chercher l'emprunt de la banque qui serait seulement 3,5 %. Par contre, si nos rendements à terme nous donnent un rendement moindre que le rendement qu'on va payer à la banque, à ce moment-là, on est mieux de prendre cet argent-là qui finalement nous apporterait rien de rester là. Vous êtes-vous questionné ou avez-vous changé sur les risques de ce projet-là? Vous me parlez de chiffres, parfait. Mais avez-vous vu des risques dans ce projet-là? On s'est peu questionné, le temps de se questionner, mais au niveau des risques, je dirais, étant donné que, on peut peut-être regarder ce qui se passe en ce moment, puis on peut, avec en fait l'économie, on peut peut-être voir que le taux de croissance de l'achalandage au niveau des aéroports n'a peut-être pas la même croissance qu'elle est là, donc les prédictions ont été faites peut-être généreusement, et donc il faudrait peut-être être ajusté dans l'avenir. Sinon, au niveau des risques. Ouais, je ne t'ai pas questionné. Ouais, non. Prochaine question. Oui. Au niveau des hôtels, là, tu as montré Jarreau et paye le prix universel, paye le prix Concorde à l'autre montant. Comment vous trouvez ça, vous, le fait que chaque hôtel ait un prix différent? Est-ce que comme on accepte les autres de chacun des hôtels, on les prend tous? Est-ce une analyse à faire? C'est quoi? C'est sûr qu'il aurait pu avoir une analyse à faire. Là, encore une fois, on était très serré dans le temps. Donc, c'est sûr qu'on a pu faire une petite analyse, savoir si tel hôtel est prêt à payer tant, c'est quoi le maximum qu'on peut aller chercher, puis ça va être quoi, dans le fond, le prix que nous, on va charger aux hôtels. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, on aurait pu aller chercher des meilleurs deals, si on veut, pour les hôtels. Donc, j'imagine qu'encore une fois, c'est peut-être des rentrées d'argent qu'on pourrait avoir de plus en fonction. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est qu'on ne donnait pas en fait beaucoup d'explications sur pourquoi le montant forfaitaire était différent de chaque hôtel, mais oui, effectivement, ce serait important de faire une analyse un peu plus approfondie à ce niveau. Selon vous, c'est pas qui était dur ou qui était facile dans ce problème? Ou qui était irréaliste ou qui était réaliste? Facile, je dirais, c'est tout ce qui est actualisation. C'était vraiment des formules de base. Ce qui était un peu plus difficile, c'était justement les différents taux, comme le taux bancaire. On n'était pas sûr s'il fallait prendre le 3,5. On s'est dit qu'on allait y aller avec ce taux-là justement pour essayer d'aller chercher pour le minimum qu'il nous fallait pour au moins être capable de repayer à la banque. Avez-vous calculé le tri du projet? On n'a pas eu le temps. Peut-être une des difficultés, ce serait peut-être de pas manager, mais de gérer notre temps. Dans le fond, on aurait pu mieux distribuer les tâches, je pense. Là. On s'est beaucoup consulté sur pas mal toutes les étapes, mais on aurait pu y aller plus individuellement. Ça, on se questionnait, il y en avait beaucoup d'inquiétudes, on ne savait pas l'information exacte, donc on a essayé de voir plusieurs possibilités, et c'est là qu'on a perdu un petit peu plus de temps. Si par exemple Uber se développe davantage et que finalement notre service devient pas désuet, là, mais je dirais comme c'est quand même plus long, c'est 1 heure là, le trajet, est-ce que vous pensez que ça pourrait nous nuire, que ça vaudrait quand même la peine d'aller de l'avant dans ce projet-là des navettes? Ben oui, en fait. Donc oui, effectivement, tantôt on parlait de risque, là, un peu, ce serait effectivement un gros risque à analyser, étant donné qu'on voit de plus en plus que ça se développe. Par contre, il me semble qu'on mentionnait qu'il y avait une certaine opposition au niveau de la Ville de Québec par rapport au service Uber. Donc, ce serait peut-être de voir le développement de ce problème-là. Donc, de voir est-ce que finalement Uber est capable de percer et de continuer. À ce moment-là, oui, ça peut devenir une menace très grande qui pourrait mettre
si au contraire, il y a la Ville de Québec finit par mettre un arrêt pour l'hiver X, qui finalement le service de taxi, bien, en ce moment-là, la menace serait diminuée. Rien n'empêche d'avoir des partenariats avec Uber, ou dans certaines villes, c'est interdit, on interdit dans certains secteurs touristiques ou dans des secteurs comme les aéroports, l'accès à Uber. Donc, ça pourrait être des choses comme ça que la Ville peut prévoir pour justement résoudre le risque. Et on peut prévoir peut-être un partenariat aussi. Très bien. Merci. Vous êtes libérés. Génial, on a bien fait ça. On en reparlera à la résultat, bien sûr. Mais on va toujours tu peux perdre tantôt son rendez-vous de live. Ah, voilà, c'est Alors, on va les amis qu'on va juger. Merci. Merci. Salut. Je pense qu'il va y avoir un débrief du cas, je ne sais pas si vous en avez parlé. Quoi? Comme la solution. Merci.